Là, tu as un combat contre Tony Yoka. Je dis, mais attends, est-ce qu'ils sont sérieux? Moi, je vais boxer Tony. Je dis, mais il y a un problème. Bah quoi. oui, c'est... J'ai dit, mais soit ils se foutent de ma gueule, soit ils ne me respectent pas du tout. Quoi. Pourquoi tu penses ça? Mais parce que ce mec-là, il ne pourra jamais me battre. Tu savais que tu allais gagner. Oui, comment? Comment tu arrives à combattre Anthony Joshua? Anthony Joshua dit aux journalistes comme quoi, s'il boxe avec Carlos Takam, il va les mettre KO au 3e round. Alors ça m'a piqué, tu vois. D'accord, ça s'est passé comment aux Jeux Olympiques là-bas? Écoute, les Jeux Olympiques, c'est une autre histoire. Je me rappelle, le sprinter américain à l'époque, le plus connu, c'était Maurice Green. Ouais, Maurice Green, ouais. Je lui ai raconté, on est devenus potes, quoi, tu vois. Je traînais toujours avec lui. Et si je gagne, on va me donner l'argent ou pas? Parce qu'à l'époque, c'était une question de pognon, tu vois. Oui. Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque personne a son histoire et aujourd'hui, c'est celle de Carlos Takam qu'on vient vous raconter. Générique. I love you, baby. Carlos, comment vas-tu? Alhamdulillah, ça va. Ça va? Merci, ouais, ça va bien. Ok, ben, bienvenue en France, hein, parce qu'on sait que tu n'habites pas en France. Ouais. Donc, ici, tu es dans Autour d'un verre. On va retracer un peu toute ton histoire, de ta naissance à aujourd'hui et au projet futur, mais en condensé. De ma naissance. Ouais. Donc, déjà, où es-tu né? Moi, je suis né au Cameroun, à Douala. Ouais. Dans la ville, la capitale économique, la plus grande ville du pays, hein, en fait, et la plus belle. Et la plus belle. Les gens de Yaoundé vont me tuer. C'est la plus belle, ouais. La plus grande, la plus belle, ouais. Et comment alors s'est déroulée ton enfance, en fait? T'es rentré dans les sports de combat tout de suite ou t'as connu les sports de combat un peu plus tard? Non, je suis pas entré dans les sports de combat tout de suite. C'est juste que voilà, j'aimais bien les sports de combat parce que mon père, il était karatéka. Il pratiquait du karaté Shotokan. Il était ceinture noire 4 dan. Et je dois dire quelque part que j'ai commencé par le karaté. Parce que il avait des bouquins de karaté à la maison où je prenais, je regardais les chorégraphies, les katas, tu vois. Ouais. Je faisais des katas, tout ça avec des amis. Et j'avais même ouvert une école de karaté. Toi, t'avais ouvert une école? Clandestin. Sans diplôme, sans rien? Voilà, sans diplôme, sans rien. À quel âge? Au quartier, j'avais quoi? J'avais 12 ans. 12 ans? Ouais, 12 ans. Et t'avais des élèves et tout? Oui, j'avais beaucoup d'élèves. Ah ouais. Tu vois. J'étais une tête dure à l'école et du coup, on faisait beaucoup de défis. Il y avait des autres personnes, d'autres karatékas qui venaient vraiment des vrais clubs, quoi, tu vois. D'accord. Mais le plus marrant, c'est qu'on les battait. Les vrais karatékas? Ouais. Ah ouais? Ouais. Et toi, t'étais plutôt bagarreur un peu ou non, toi, pas du tout? Oui, j'étais bagarreur, mais tu vois le genre de bagarreur sage, là, tu vois. Ouais. Genre bagarreur dehors, tout ça, mais quand tu rentres à la maison, le Carlos Takam qui est dehors, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, à la maison, quoi. Je suis toujours calme et, tu vois, serviable et tout ça. Mes parents, si tu les disais que moi je me bagarre dehors, ils vont te dire non, c'est pas possible. Ah, c'était un peu dur? Non, parce qu'ils savaient que je suis quelqu'un de très, très droit, quoi. Mais dehors, je faisais des bêtises et quand je rentrais à la maison, j'étais l'enfant le plus sage. D'accord. Alors, comment t'as connu la boxe, du coup? Bon, la boxe, ouais. C'est une longue histoire. La boxe, j'aimais la boxe déjà pour commencer. Ouais. On avait l'habitude, moi et mes amis du quartier, et de rester tard la nuit, qu'il y avait des combats comme les Mike Tyson à Las Vegas. Parce que ça, avec le fuseau horaire, c'était vers les 3 heures du matin. Donc, du coup, on restait regarder ces combats. C'était très excitant. On aimait ça, tu vois. C'est à partir de là que, voilà, mon amour pour la boxe a commencé à grandir. Et je n'avais que 18 ans. Ouais. Et c'est bien après, à l'âge de 22 ans, que j'ai commencé la boxe très tard. Il y avait des salles de boxe au Cameroun? Si, il y avait les salles de boxe. Il y avait beaucoup de salles de boxe. Mais j'ai commencé la boxe, c'était juste... il y avait une salle juste à côté de mon lycée. Mais cette salle, au fait, c'était une salle de boxe pied-point. Parce que je me rappelle, je suis allé pour m'inscrire. Le monsieur m'a dit, ici, c'est le pied-point, mais d'ici une semaine, on va recruter un coach de boxe anglaise. Tu peux repasser dans une semaine. D'accord. Ouais. Et t'es repassé? Et je suis repassé dans une semaine. Il m'a juste jeté les gants et un jour, il m'a dit, va t'entraîner.
Et tout de suite, tu te sentais à l'aise, tu avais des capacités? Non, pas que je me sentais à l'aise, c'était la bagarre, c'est pas la boxe. Hein. T'avais pas les techniques? Non, je n'ai pas de technique. Et du coup, c'est là où j'ai commencé la boxe, et sans dire à personne. Je dis, même ma famille, personne ne savait, tu vois. Ouais. Et ouais, ça allait très vite. Après 8 mois, j'étais champion d'Afrique. Après 8 mois de boxe? Oui, je me rappelle, j'avais boxé devant un Ghanéen, il faisait 2 fois ma taille, tu vois. C'était l'un de mes combats les plus durs, quoi. Ouais. Ouais. Et j'ai gagné. Le championnat d'Afrique, ça s'est passé au Cameroun à l'époque, oui, j'ai gagné. Et à partir de là, tout mon entourage, que ce soit mon coach et les gens de la fédération, m'ont dit, ça ne te dit pas d'aller, boxer pour les qualifications des Jeux Olympiques. Bon, moi, étant jeune boxeur, je ne savais même pas ce que c'est que les Jeux Olympiques, tu vois. La question que je leur ai posée, c'est que, et si je gagne, on va me donner l'argent ou pas? Parce qu'à l'époque, c'était une question de pognon, tu vois. Oui. Ils m'ont dit, vas-y. Bon, je suis allé, c'était au Maroc. Je suis allé la première qualif au Nigeria. J'ai eu la médaille de bronze. Je ne me suis pas qualifié avec la médaille de bronze. Il fallait avoir la médaille d'or. Ah. Deuxième qualif au Maroc, j'ai gagné. J'ai eu la médaille d'or. Et me voilà qualifié pour les Jeux Olympiques. Ah ouais. Et tout le monde était content. La fédération était en joie. Et là, j'ai dit, OK, ma seule question que je repose encore, est-ce qu'il y a des sous? Là, tout le reste, je m'en fous. Après, voilà, c'est vrai qu'on nous a donné l'argent. Ouais. Les primes olympiques, c'était la première fois que je me retrouve aussi avec autant d'argent. Ouais. C'était quoi? C'était dans les avions de 7 millions de francs CFA. D'accord. À mon âge, 22 ans, je ne sais même pas où mettre. Il n'y avait pas de banque. C'était pas comme si on te virait un truc. Non, c'était... On te donnait comme ça en liquide. Oui, liquide. on te donnait comme ça en liquide. Ah ouais. T'as fait comment alors, Et tous les du avions? coup, 22 ans, j'étais un peu perturbé. Ouais. Du coup, je rentre à la maison avec mon agent. Je scinde dans 3 parties. Une partie à mon petit frère, une partie à ma mère et une partie à mon père. D'accord. Et à partir de là, parce que dans un mois, je devais partir, rejoindre l'équipe africaine de boxe, Ouais. où le siège était à Tunis. D'accord. Après, je me suis envolé pour la Tunis et jusqu'aux Jeux Olympiques 2004. On a fait quelque chose comme 1 an et demi dehors. D'accord. Ça s'est passé comment aux Jeux Olympiques là-bas? Écoute, les Jeux Olympiques, c'est une autre histoire. C'était... Ouais. Tu vois, le petit Africain qui arrive aux Jeux Olympiques, qui ne connaît rien, je veux dire, tu es bluffé, tu vois tous ces grands sportifs. Je me rappelle le sprinter américain à l'époque, le plus connu, c'était Maurice Green. Ouais, Maurice Green, ouais. Je lui ai raconté, on est devenus potes, quoi, tu vois. Je traînais toujours avec lui. Et c'était Maurice Green, la star. Ouais. Tout le monde l'appréciait, que ce soit les hommes comme les femmes, tu vois. Il avait toutes les femmes qui voulaient. Et moi, j'étais derrière, je disais toujours, just my little brother. Non. Tu vois, quand une femme l'a bordé, ouais, quand elle finissait causer, je dis, just my little brother. Et je disais, c'est boxe, tu vois. Et du coup, j'avais la côte, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai complètement oublié mon objectif. Ce que j'étais venu faire. Donc, j'étais plus pour la fête que pour la boxe. Ah, donc t'as pas performé comme et il dans fallait. ma tête, au fait, tout ce que je voulais, c'est perdre le combat et faire la fête, là. C'était trop beau, s'il te plaît, c'était trop beau. Je suis désolé, mais c'était trop beau. Je vivais un rêve, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Quand on est jeune, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, non. Et après, t'es passé pro. Comment ça s'est passé Non, après, comment dire, tu rentres en Afrique et le père te dit, OK, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas continuer tes études ou pas? Je dis, ben, j'aimerais bien passer pour faire la boxe professionnelle. Et puis, tu me dis, la boxe professionnelle, où ça? Ici en Afrique? Il n'y a pas. Surtout à l'époque, au Cameroun, il n'y avait pas de boxe professionnelle. Il me dit, si tu veux faire la boxe professionnelle, tu vas devoir t'expatrier ailleurs, en Europe, en Amérique, ou n'importe où, pour pouvoir faire de la boxe professionnelle. Je dis, OK. Je dis, OK, où je peux bien aller? Il m'a dit, tu as ton cousin qui est footballeur en Belgique, je peux t'envoyer chez lui. Je dis, OK. Et là, Belgique. T'as atterri en Belgique? Ouais, j'ai vécu 1 an et quelques mois à Bruxelles. D'accord. Ouais. Et là, le niveau en boxe, il était comment en Belgique? Le niveau en boxe en Belgique, ça va. Bon, je veux dire,
Chaque fois qu'on partait mettre les gants, j'étais toujours assez farouche, quoi, tu vois. Me les montrer que, hey, je suis un Olympien, tu vois ce que je dis. Tu veux le montrer un peu. Non, c'est moi le patron. Et du coup, après un an, ça traînait. Tu avais des promesses des promoteurs qui disaient ci, qui disaient ça. Ça ne faisait que traîner. À ce moment, j'étais fatigué, quoi. Tu vois, je commençais à réfléchir, il faut que je me cherche, il faut que je... Mais quand tu t'entraînes et que t'as pas de combat, t'es payé en boxe? Non. Tu n'avais pas de salaire, t'avais rien là? Je n'avais rien. Ah ouais. Je n'avais pas de salaire. Donc du coup, je commence à me chercher. Heureusement, avec l'entourage que j'avais à l'époque en Belgique, je suis tombé sur un monsieur, un Italien d'origine qui est belge. Et il a décidé de m'aider. Et j'étais allé le voir derrière moi, c'est là où il m'a encore réexpliqué l'histoire. Parce que je crois qu'il avait appelé en France, je crois qu'il avait appelé la fédération, mais c'est pas la fédération qui avait appelé. Il avait appelé un monsieur, je l'appelle monsieur Box ici en France, monsieur Boutier. Ah oui. Je sais pas si vous le connaissez. Si. Voilà, le présentateur de Box. Oui. Il avait appelé, et Boutier l'a donné le numéro de téléphone de Michel Acariès. Oui. Le grand promoteur de boxe. Et lui, il a appelé Michel Acariès. Et Michel Acariès dit, oui, je connais ce petit. Il était aux Olympiques et tout. Il a dit, OK, il peut venir faire un test match. C'est là où on m'a pris de Bruxelles. À Paris, on a fait le test match. Et Dieu merci, ça a bien marché le test match. Et j'ai signé mon premier contrat professionnel avec Michel Acariès. D'accord. Gros premier contrat avec Michel Acariès. C'est le plus gros promoteur, pour ceux qui ne connaissent pas, le plus gros promoteur en boxe en France. Et alors, est-ce que tu as le souvenir de ton premier combat pro? L'appréhension ou tu étais serein? Mon premier combat pro, je me souviens bien. Parce qu'il y a deux combats que je me souviens toujours. Mon premier combat amateur, mon premier combat pro, je ne peux pas oublier. Ça, on n'oublie pas ça. Mon premier combat pro, je me souviens bien, c'était contre un poids lourd qui était champion de France, mais qui n'était plus, mais il a été champion de France, ce mec. C'était un test, quoi, un gros test pour moi. Et mon coach m'a dit, tu peux l'avoir. Il a de l'expérience, mais tu peux quand même l'avoir. Je me souviens bien. Et ça n'a pas été facile, quoi. Je l'ai battu, mais pas avec facilité. Ouais, c'était un bon combat. Je me rappelle très bien, ouais. D'accord. Et alors, après ça, moi, j'ai un peu suivi ta carrière. On va sauter un peu des étapes. On va arriver au combat. Comment tu arrives à combattre Anthony Joshua? Parce que j'étais classé deuxième mondial. Tu étais deuxième mondial, mais à la base, c'était pas toi qui devais combattre. À la base, c'est le premier mondial qui devait le combattre. C'est ça. Et si je me souviens bien, tu as eu quoi, 2 semaines avant le combat, tu as su que tu devais le combattre? 10 jours. 10 jours. Et à la base, c'était Poulev qui était le numéro 1. C'est moi qui étais le numéro 2 qui devait le battre. C'est pas ce qui s'est passé. Bon, je sais pas les détails. Et la fédération m'appelle. Il dit, Carlos, c'est à toi. J'ai dit, non, laissez tomber, quoi. C'est pas... Les histoires de 10 jours, là, ça va pas, quoi. Il faut m'appeler quand je suis prêt. Bon, j'ai dit complètement que non, ça va pas. Je peux pas le faire. Tu t'entraînais pas en plus dans cette Je m'entraînais. Quand même? Je m'entraînais. À l'époque, je suis quelqu'un qui s'entraîne tout le jour. Tout le temps, okay. Ma routine, entre parenthèses, c'est, je me lève le matin, je fais 30 minutes de burpees. Ça, c'est ma routine tous les jours. Il faut que je fasse ça pour me sentir en vie, quoi. Tu vois. Je m'entraînais à l'époque et j'ai dit à mon coach, oh, laisse tomber. Et je suis sur les réseaux sociaux, les trucs que je fouille, et je tombe sur un message, sur un commentaire. Non, c'était pas sur un journal anglais. Et je vois, c'est écrit comme quoi, oui, Anthony Joshua dit aux journaux, aux journalistes comme quoi, si boxe avec Carlos Takam, il va les mettre KO au 3e round. Alors ça m'a piqué, tu vois. J'ai dit, wow, putain, il est osé, ce mec. Hein. J'appelle mon coach, je dis, Joe, on le fait. J'étais sûr, je dis, bah ouais, on le fait. Je le vois, je vois ce mec qui me fout au sol au 2e round. On va voir. On m'envoie le contrat, je signe, on commence. Les Anglais viennent ici, à Paris, ils font leurs trucs, leurs shows, ils filment et tout, on fait l'interview. J'attends juste qu'ils me mettent KO au 3e round. Et là, le jour arrive, conférence de presse, on parle. Après, on sort de la conférence de presse, je dis, Anthony, je le salue, je me check, je dis, ah, comme ça, tu vas me foutre aller au 3e round. Il dit, comment? Il dit, bah, tu n'as pas dit ça aux journaux. Il me dit, non, mais Carlos, tu sais, je te respecte beaucoup. Moi, je ne pourrais jamais dire ça. J'étais sûr.
Il dit, oui, je le sors le truc de commenter. Il me dit, non, c'est des conneries, quoi, c'est du fake, quoi. Je dis, ah! Je dis, bro, c'est trop tard, j'ai déjà signé le contrat, allons se battre, allons nous battre, quoi, tu vois. Il me dit, respect. Après, on est allé, c'est bon, tu vois, c'était un peu ça, quoi. Je veux dire, c'est mon oreille qui a fait que j'ai accepté ce combat parce que je ne supportais pas que quelqu'un me dit soi-disant qu'il va me foutre au sol au 3e round. Non. Toi, t'es pas dans le trash talking, t'es toujours humble, on t'a jamais entendu dire un mot plus haut que l'autre. Même les boxeurs qui sont dans le trash talking, quand ils me racontent, ils ferment la gueule. Ouais. Je veux dire, ils ne parlent pas, ils ne font pas ça, quoi. Je leur dis, bro, you know what, calm down. C'est pas la fin du monde, quoi. Demain, tu vas rencontrer une autre personne et tu vas cracher ton venin, mais ne crache pas ton venin sur moi. Sinon, ça va mal se passer. Je suis plutôt direct, quoi. Je veux dire, quand je discute avec les adversaires, je leur dis ce que je pense ou ce que j'aime faire et pas d'insultes. Je ne fais pas ça. Et donc après, on saute encore dans le futur. Là, t'as un combat contre Tony Yoka. Contre Tony qui était un peu dans le dur, que tu connais très bien d'ailleurs. Ouais. Est-ce que c'est compliqué déjà pour ceux qui connaissent pas trop la boxe de combattre quelqu'un qu'on apprécie et qu'on connaît bien, avec qui on s'est déjà entraîné? Pour moi, c'est pas compliqué. Pour Tony, je me disais peut-être ça devait être compliqué parce qu'au fait, Tony c'est un gamin que je connais. Ouais, voilà. Je veux dire, on s'est entraîné ensemble. Si je veux mettre du respect dedans, je vais dire on s'est entraîné ensemble. Mais si je veux parler en tant que boxeur professionnel, je vais dire il est venu chez moi s'entraîner et je l'ai aidé un peu, quoi, tu vois. Quand il préparait les Jeux Olympiques et pour ce championnat du monde amateur, son père, chaque fois, il appelait mon coach Joseph, il appelait, oh Joe, s'il te plaît, est-ce qu'on peut venir à Noisy pour que Tony s'entraîne un peu avec Carlos? Moi, je disais toujours oui. Tu vois, il venait tous s'entraîner avec nous. So. Et après, quand on m'appelle pour ce combat, je m'assois et je dis, mais attends, est-ce qu'ils sont sérieux? Moi, je vais boxer Tony. Je dis, mais il y a un problème. Bah oui, c'est... J'ai dit, mais soit ils se foutent de ma gueule, soit ils ne me respectent pas du tout, quoi. Pourquoi tu penses ça? Mais parce que ce mec-là, il ne pourra jamais me battre, parce que c'est mon petit frère. Respect, quoi. Et respect un peu pour les vieux, toi, quoi. Tu savais que t'allais gagner? Oui, comment? Ah ouais. Quel qu'en soit ce qu'il fait aujourd'hui, ce mec, on s'est entraîné plusieurs fois. Je connais sa base, je dis sa fondation. Il ne peut pas changer. Dans la boxe, chaque boxeur a une fondation. Même si tu pas rencontrer un autre entraîneur, tout ça, il ne peut pas changer cette fondation que tu as déjà. Je vois ce que tu veux dire. L'entraîneur peut juste ajouter. Ouais. Si un entraîneur prend un boxeur qui veut changer sa fondation, sa façon de boxer, il va gâter le mec. Il va le gâter. Ouais. Tu vois, il va le gâter. Ouais, toi, tu connaissais sa fondation. Je connais sa fondation. Je connaissais déjà comment il boxe. Même si on va dire il est passé pro, il a changé. Non, tu ne changes pas. Quand tu as déjà construit une maison, même tu fais la rénovation, tu ne changes pas la maison. La déco, mais pas les murs. Tu changes la déco, mais pas les murs. Okay. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, OK, soit ils se foutent de ma gueule, ou ils ne me respectent pas du tout. Et là, ça m'a énervé, quoi. J'ai dit, OK. Et ils ont dit, non, c'est vrai. J'ai dit, OK. Qu'il en soit ainsi. Allons-y, envoyez-moi le contrat. On a signé. Et j'ai fait ma préparation ici en France, mais à Dax, dans la ville de Dax, dans le sud-est, là. Une bonne préparation avec mon coach Joseph. J'ai dit, OK, si je veux venir boxer en France, il faut que Joseph soit à mes côtés, quoi. Parce que j'avais déjà un autre coach aux États-Unis, Dewey. J'ai dit, OK, je reprends Joseph. Et Joseph le connaît très bien, Tony, puisque Joseph l'a entraîné aussi. On a discuté et tout. Bon, il m'a dit, OK, écoute, tu sais ce que tu as fait, tu le connais, le petit. Et fais ton boulot, quoi. Et fais-le bien. J'ai dit, OK. Le jour de la conférence de presse, j'arrive, quand même, c'est mon petit, quoi. Je ne vais pas faire les regards méchants comme on fait souvent, tu vois. Ouais. La bataille des regards, c'est pas avec moi, c'est pas avec Tony qui fait ça, quoi. Laisse tomber, c'est une perte de temps. Je vois, il passe, il me voit avec Joseph et j'ai vu dans son regard, le regard était un peu fuyant. Je ne sais pas si c'était la peur ou c'est le respect. Ah, mais tu sentais que c'était un peu fuyant. Ouais. Je ne sais pas si c'était la peur ou le respect qui me devait, quoi. Et Joseph me dit, oh là là, ça va pas, il est un peu... Je dis, oh, on s'en fout. Je dis, au fait, moi, je m'occupe pas de l'adversaire, je m'occupe de moi, quoi. Tu vois, je ne passe pas mon temps à m'occuper des autres. Non, les autres, c'est les autres. Moi, c'est moi. Je me concentre sur moi. Après, conférence de presse à la pesée. Après la pesée, on était déjà
torse nu, j'avais mes abdos partout, là, même jusqu'au dos. Et lui, il était un peu grassouillé. J'ai dit, OK. Et là, après, il est allé devant la caméra, il a fait, yeah! Il dit, bro, je suis en train de vider ta frustration ou quoi? Oui, je me rappelle, toi, t'es resté cool, tranquille. Non, je fais pas yeah, non. Moi, je suis zen, quoi. Tu vois, j'ai déjà fait ma méditation. Et dans ma tête, je suis en train de méditer, quoi. Je fais du bruit, au fait, j'entends pas. J'entendais même pas ce qu'il... Même on m'a dit qu'après qu'il a crié, on m'a dit, il a crié, tu as pas vu? Il a crié? Je n'ai même pas entendu. Je te jure, je n'ai même pas entendu. Parce que j'étais focus sur moi, quoi. Ouais. Et ouais, après, combat, et voilà ce qui s'est passé. On a fait le truc. Et tu l'as senti comment dans le combat? Est-ce qu'il t'a surpris quand même un peu ou est-ce que tu t'attendais à ce qui s'est passé? Il m'a pas surpris. Pas du tout. Il m'a pas surpris. Ce combat, c'était quand même, je vais dire quelque chose, hein, parce que, au fait, je voulais le finir avant le dernier round. Mais après, au 8e round, je me déboîte l'épaule. Il manquait 2 rounds. Ah ouais? Ouais, l'épaule droite sort. Et je me rends même pas compte. Ah ouais? Au 9e round, j'essaie de frapper dur et j'entends une espèce de mal, de douleur, mais énorme. J'ai fait, wow, putain de merde. Je n'arrive pas, quoi. J'ai dit, wow. J'ai dit, putain, mon frère, il est mort. Et heureusement, parce que mon kiné m'a dit que si tu avais continué peut-être 12 rounds, tu serais niqué l'épaule, quoi. Ce serait fini pour toi, la boxe. Donc, t'as géré les 2 derniers rounds, t'as plus géré? Non, j'ai géré le 10e round. Le 10e round, ouais. Au 8e round, je me déboîte l'épaule. Au 9e, j'arrive toujours focus et toujours avec la rage. C'est là où je me dis, oh, il faut que tu prennes du recul, Carlos, parce que ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. Et après, j'ai senti que j'avais une douleur, je me suis dit, putain, je me suis cassé l'os ou quoi. Et ça, au 10e, j'ai dit, OK, on ne fait rien au 10e, j'ai géré le 10e, quoi. Et ça s'est bien passé, heureusement. Moi, j'ai l'impression, après tu me diras si je me trompe, moi j'ai l'impression qu'en France, je sais pas à l'étranger tu me diras, mais en France, on te respecte pas vraiment à ta juste valeur. Ah ouais? J'ai l'impression parce que quand il te propose Tony Yoka, moi j'étais un peu surpris aussi, parce que comme toi je pensais que l'issue du combat, c'est celle qu'il y a eu. Ouais. Donc en France par exemple, ils te mettent pas à la place que tu devrais être. Moi je te verrais un peu plus haut dans l'esprit des gens en France. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Tu sais quoi? ça, au fait, ça, c'est une question, comme tu viens de le dire, je me plains pas pour ça, au contraire. Je ne me plains pas, non, au contraire. Tu vois, on dit toujours, vivre caché, vivre mieux, quoi. Pour vivre, faut vivre caché. Et moi, ça me va. Je veux dire, j'ai toujours été la personne qui a toujours pris la place de l'outsider. Et j'adore ça, quoi, tu vois. Je veux pas qu'on me mette au devant de tout, non. Je veux même tout à l'heure, je vais vous parler de mes projets. Mes projets, j'ai toujours mis quelqu'un devant, mais surtout derrière, j'ai pilote tout. Parce que je veux pas être le visage, quoi. Je veux pas être là, non. Je veux qu'on utilise mon nom, oui, mais après, moi, je veux pas être devant. Comme tu dis, oui, la France, on ne me respecte pas à sa juste valeur, mais les gens qui me connaissent me respectent. Les gens qui connaissent qui je suis me respectent. Les gens qui connaissent juste Carlos Takam, le boxeur, ils ne savent pas qui je suis. C'est ça, ouais. Parce que la dernière fois, j'étais à la salle avec ma fille. J'étais en train de changer la couche de ma fille sur le ring. Il y a une fille, un mec qui sont venus dire, putain, on n'arrive pas. C'est bizarre comme ça de voir un grand monsieur comme toi s'occuper d'une fille, d'un enfant, en plus une fille, un bébé et tout ça. Ça ne fait pas Carlos Takam qu'on connaît. Je lui explique, écoute, les Carlos Takam que vous connaissez, c'est les Carlos Takam que vous aviez construits. Le vrai Carlos Takam, c'est celui-là qui est en train de changer les couches de sa fille. Ça, c'est le vrai. Ça, ouais. C'est le vrai, là. Celui que vous connaissez, les boxeurs, non, c'est une image. C'est pas le vrai, quoi. C'est une image construite. Là, c'est le vrai. Je m'occupe de ma fille, je change les couches et tout. Je change les couches de ma fille plus que sa maman, quoi. Et que les médias choisissent, en fait. Oui. Ouais, d'accord. Oui, et moi, je veux dire, après le combat de Joshua, si j'avais voulu être vraiment célèbre et tout ça, mais je l'aurais fait. Mais j'ai choisi d'être comme je suis. Ne pas faire les trucs comme tout le monde, quoi. J'ai eu des propositions de partout, des grandes entreprises et tout. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ça ne me colle pas, c'est pas moi, quoi. Il fallait que je joue un rôle, tu vois. Jouer comme un acteur dans un film, tu vois. Et tout le monde m'a dit, putain, vas-y, fais-le.
j'ai dit non. Même si aujourd'hui, il y a certaines propositions que j'ai refusées, que je regrette, mais c'est bon, quoi. C'est du passé, c'est passé. Je suis là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je vis et je suis content, je suis heureuse. J'ai une petite fille, putain, oh. Ouais. La vie est belle, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on va vous parler de l'Afrique. Est-ce que tu peux nous en parler de tes projets futurs en Afrique? Parce qu'on en a parlé en off un peu, t'as de gros projets. Ça fait 5 ans, même plus de 5 ans que je travaille dessus. Au début, j'ai commencé tout seul. Comme on dit toujours, il y a des pépites en Afrique. Que ce soit des pépites d'or, le diamant, le pétrole, tout en Afrique est brut. L'Afrique contient des matières brutes. Mais il faut maintenant les raffiner. Et la plupart des raffineries ne se trouvent pas en Afrique, ça se trouve à l'étranger. Alors, quand je parle de ça, je parle un peu avec, comment on dit, l'œil du boxeur et entrepreneur, quoi, tu vois. En Afrique, on a beaucoup de sportifs, beaucoup de bons boxeurs. Quand tu vois bien, dans les poids lourds, en boxe anglaise, les top 10, il y a beaucoup d'Africains dedans. Mais ce sont des Africains d'origine. Joshua, c'est un Nigérian. Ouais, tu vois? Joshua, c'est un Nigérian. Et du coup, tous ces gens-là, qui font la boxe en Afrique, qui ont commencé la boxe en Afrique, ils regardent la télévision tout le temps, ils voient les combats de boxe à Las Vegas, en Angleterre, tout ça. Ils rêvent de boxer dans ces arènes, tu vois. Et du coup, ça les pousse à s'expatrier ailleurs pour pouvoir évoluer, pour pouvoir réussir. Et c'est normal qu'ils quittent l'Afrique. Et c'est normal qu'ils partent ailleurs. C'est normal. Ils tentent leur chance, bien sûr. Ils tentent les chances. Le projet que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est de pouvoir organiser 4 ou 5 combats internationaux en Afrique par an pour que les boxeurs africains qui sont sur le continent puissent se produire sur place et que les autres puissent venir en Afrique se produire. De telle sorte qu'ils ne sont pas obligés de partir à l'étranger et vivre pour boxer. Oui, ils peuvent partir à l'étranger boxer, mais rentrer au pays. Tu vois? Ça fait aussi, comment dire, économiquement parlant, c'est bien aussi pour le pays. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Je veux qu'ils se projettent sur le continent. C'est pour ça que voilà, en ce moment, je travaille avec la WBC pour pouvoir mettre 2 ceintures africaines en place sur le continent, de telle sorte que, comme j'ai demandé au président de la WBC, je voudrais que s'il y a un champion Afrique, WBC Africa, pour que celui-là soit placé parmi les 10 meilleurs boxeurs de la WBC. Comme ça, au moins, il a une chance de faire un championnat du monde derrière, quoi. Et c'est dur à mettre en place tout ça? C'est pas facile. C'est pas facile. Nous sommes en train de travailler sur ça parce qu'il faut monter tout un dossier. Il y a des gens que tu vas rencontrer, des sociétés que tu vas rencontrer, il faut beaucoup de partenariats, quoi. Ouais, Tu vois, des sociétés partenaires, tout ça, et tout ça doit être mis sur écrit et tout ça. Et c'est pas facile. C'est un truc, on travaille sur ça tous les jours. Tu peux demander à Leila, elle fait partie de l'équipe, on travaille sur ça tous les jours. C'est pas facile, quoi, tu vois. On n'est pas toujours d'accord, mais on avance, quoi. Mais tu vas y arriver. On va arriver. Je veux que demain, comme on dit, l'Afrique soit le nouveau centre de la boxe mondiale, quoi. Que l'Afrique soit le nouveau Las Vegas de la boxe. Comme ça, au moins, tous nos athlètes qui sont en Afrique ne soient pas obligés de s'expatrier, je veux dire. Comme diraient les autres immigrés. D'ailleurs, l'histoire des immigrés, là, je comprends pas. Pourquoi on dit tout que les Blancs s'expatrient en Afrique et l'Africain s'immigre en Europe? C'est quoi l'histoire, là? Ça va, on peut faire un long débat, ça. On peut faire un long débat. Ok. Donc, voilà un peu, quoi. Du coup, j'ai ouvert une fondation en Afrique qui va travailler sur ce projet. Le projet, ça s'appelle le développement de la boxe, développement sport et éducation. D'accord. Parce que je suis pas seulement dans le sport que je fais aussi dans l'éducation, quoi. Bien sûr. Et après, on va ouvrir une académie au Rwanda. Le but de l'académie, c'est de former les jeunes boxeurs, mais pas seulement les former dans le milieu sportif, mais aussi dans le milieu éducatif. Donc, si on prend un boxeur sénégalais ou un boxeur malien ou whatever, dans l'académie au Rwanda, on sait que le boxeur rwandais sénégalais, avant de venir, peut-être il est au lycée ou il est à l'université. Ouais. Il arrive au Rwanda, on noue les partenariats avec des écoles où on va les inscrire directement dans les écoles pour qu'ils continuent leurs études en même temps, s'entraîner, quoi. D'accord. Et à chaque fois qu'il y aura une compétition à l'étranger, on verra avec l'établissement s'il peut les faire les cours en ligne. Ouais.
comme ça pour qu'il puisse voyager à l'étranger pour faire ses compétitions et revenus, quoi. Ah, d'accord. Donc, pour toi, ouais, l'école, ne pas quitter l'école, c'est important. C'est important. Moi, je veux pas un boxeur qui va venir juste à l'académie, juste pour faire la boxe, non. Ouais. Parce que demain, si tu ne réussis pas dans la boxe, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça le problème. Il faut que ces enfants-là s'instruisent, quoi. Ça va être éducation et sport. C'est un beau projet. On espère vraiment de tout cœur que tu vas aller au bout du projet. C'est pas facile, mais on sait pas tous les jours. Oui. D'ici, je me donne plus d'ici 5 ans pour que tout soit bien, parce que l'objectif de l'académie, c'est de faire qualifier les jeunes de l'académie pour les Jeux Olympiques à Los Angeles 2028. D'accord. Il faut qu'on ait au moins 4 ou 5 qualifiés. Ah, magnifique. Ouais. C'est ça l'objectif en ce moment. Bon, les Jeux Olympiques à Paris, c'est trop proche. L'objectif, c'est Los Angeles. Comme ça, quand on a des qualifiés, et Inch'Allah, pour qu'ils reviennent avec les médailles, là, je vais dire merci au Tout-Puissant. On espère de tout cœur. Ouais. Carlos, l'émission, là, elle touche à sa fin, malheureusement, mais elle s'appelle Autour d'un verre. Et la tradition, c'est, je te pose une question, quel est le verre pour toi, le proverbe, la citation, qui t'a motivé, qui t'a inspiré, que tu peux dévoiler aux internautes? Waouh! Que ça soit, je sais que t'es anglophone aussi, que ça soit en anglais ou en français, après, il faut juste traduire. Tu sais, il y a un acteur américain que j'adore beaucoup, que d'ailleurs j'ai rencontré. Denzel Washington. Ah. J'ai rencontré à une occasion parce que, au fait, j'ai joué dans un film, le film qui retrace la vie de George Foreman. C'est récent, ça, c'est 2023. Ouais. Et du coup, je joue le rôle de Joe Frazier dans le film. Ok. C'est une expérience extraordinaire, quoi. Okay. Parce que, au fait, l'histoire de comment j'ai joué dans ce film, c'est assez bizarre parce que les mecs m'ont écrit sur Instagram. Sony, la maison de production Sony m'a écrit sur Instagram pour me demander, oui, ils voudront causer avec moi. Bon, moi, j'ai cru que c'était des conneries. Ouais. Une fois, j'ai dit, les gars, allez vous faire foutre. 2 fois, les gars, arrêtez de me faire chier. 3 fois, après, je les ai bloqués. C'est après que le mec du casting m'écrit, lui, en personne. Il me dit, mais attends, c'est après que je regarde. Je dis, putain, c'est certifié Sony, quoi. C'est fou, hein. J'étais en Afrique. Et mon ami, je dis à mon ami, appelle ce moment, voir ce qu'il veut passer, me dérange. Il les appelle, et il m'appelle après 2 minutes, je dis, fucking shit, man, come on, Carlos, what the fuck you do? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, c'était Sony, je viens de parler avec les mecs. Je dis, ok, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tu joues Joe Frazier. Oh. Zoom call tomorrow. Are you ready? I said, ok, tomorrow, Zoom call. J'étais dans mon bureau en Afrique, avec la peau de la panthère derrière moi. J'avais bien fait mon décor, quoi, pas Black Panthers, mec, africain panthère, ouais. Et on discute, il y avait le producteur, le réalisateur. On parle. Je dis, OK, question. Why me? Pourquoi moi? Il y a plein de boxeurs, il y a plein d'acteurs qui peuvent jouer ce rôle et tout. Et je comprends pas. Pourquoi moi, quoi? Franchement, en plus, comment vous me connaissez? Il me dit, oui, on a fouillé pendant 2 jours tous les boxeurs poids lourds et les acteurs qui peuvent être susceptibles de jouer ce rôle. Mais on est tombé sur toi, il y avait un truc d'assez spécial. Il dit quoi? Il dit, tu sais, Joe, on l'appelle Joe Monkey Joe Frazier. Parce qu'à chaque fois qu'il boxe, il fait tout comme ça, tu vois, comme le singe comme ça. Ouais. Il dit, ok. Et alors, il me dit, toi, tu as un tic. Quand tu boxes, tu fais tout comme ça. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que moi... Il dit, c'est exactement pour ça. Et on a fait une espèce de photo de toi, et photo de Joe, et mettre une perruque sur toi, et tu ressemblais trop à Joe Frazier. Je dis, ok. Il me dit, tu veux bien le prendre le rôle? Je dis, ok. Et quand je rentre aux États-Unis, je peux aller voir, on discute, mais le rôle c'était trop long. Ça va me prendre déjà 6 mois, putain. 6 mois, mon promoteur va jamais me laisser 6 mois free, quoi. Et je dis, c'est trop long. 6 à 9 mois. Et en plus de ça, il fallait que je parle. Ils m'ont collé une espèce de prof d'anglais. Il faut que je change mon accent et tout ça. Bro, au bout d'une semaine, j'ai dit, laissez tomber. Je suis plus là.
C'est pas mon truc. Je suis pas acteur, je suis boxeur. Ouais. Et après, ils m'ont dit, OK, on va arrêter la parole, on va juste te laisser faire des trucs d'action, quoi. J'ai dit, OK, si c'est comme ça, I'm ready. Alors, je l'ai fait. À l'avant-première, c'était très, très bon. J'ai rencontré ce monsieur des hommes. Entre parenthèses, c'est le speech, comment on dit, le proverbe, comme vous dites, ça vient de lui, en fait. OK. Il dit, en anglais, to have something you never have, you need to do something you never did. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Ah. Et ça, c'est très, très poignant, quoi. Je dis, au fait, je me suis vu dans ces paroles. Je veux dire, nous, les boxeurs, quand on va s'entraîner, la plupart du temps, les gens, ils font tout la même chose. À l'entraînement. Que ce soit avec les coachs ou quoi, ils font tout la même chose. Et ça, ils n'évoluent pas. C'est que la dernière fois, il y a un monsieur qui m'a demandé à la salle, oui, mais Carlos, atteins le niveau que tu as là. Tu ne peux plus évoluer parce que tu as déjà tout connu, tu connais déjà tout. Tu as toutes les techniques. Je lui ai dit, bro, je vais te dire le secret. Quand tu atteins les niveaux comme tu dis, les niveaux que j'ai, pour évoluer, tu sais ce que tu vas faire? Pour évoluer, tu sais ce que tu vas faire? Il dit, non, tu reviens au fond, tu recommences tout à zéro. Il me dit, comment ça? Je dis, bro, tu recommences à zéro, à prendre la boxe à zéro, de amateur jusqu'au pro. Il me dit, comment? Il dit, moi, ça fait déjà plus de 9 mois que j'ai recommencé à boxer. J'ai commencé comme si je ne commençais pas à boxer. Je dis, c'est comme si tu lisais un livre et que tu le relis. Tu as un bouquin, tu l'as déjà fini de lire, mais tu le relis. Et il y a des passages que ça t'attire. Tu dis, ah ouais, putain, je n'avais pas bien compris, tu vois. Je dis, c'est la même chose avec la boxe. Pour moi, c'est la même chose. Je recommence à boxer, je recommence tout à zéro. Amateur jusqu'à professionnel, tout à zéro. Il y a des mouvements, des trucs que j'avais dit, que j'ai oublié et que peut-être je connais, que j'ai oublié, que peut-être demain, ça peut me sauver dans certaines situations, que je me dis, ah ouais, non, oui, c'est ça. Ouais. Et là, je suis en train de voir certains trucs dans la boxe que je ne voyais pas, que j'étais trop, genre, non, je suis Carlos Takam, le boxeur professionnel, j'ai un niveau là où que je peux pas revenir derrière, faire comme les amateurs. Non. Je réapprends la boxe. Pour évoluer, il faut réapprendre la boxe. Pour comprendre bien un livre que tu as déjà lu, il faut le lire encore 2 ou 3 fois. Là, tu vas comprendre. Ah, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est un peu ça l'histoire. Bah, écoute, Carlos, merci beaucoup. Je t'en prie. Je te remercie pour ce moment. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine émission. Ciao.